Salut, l'instant film ici. Aujourd'hui, je vais expliquer un film intitulé Into the Night. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Dans la scène d'ouverture, un homme nommé Terenzio se précipite dans un aéroport bruxellois. Il panique visiblement et est pressé. La plupart des gens penseraient qu'il manque un vol, mais la vérité ne peut pas être plus éloignée de cela. Il demande au service d'assistance n'importe quel billet vers l'ouest, mais découvre que le plus proche est 2 heures plus tard. Pourtant, il achète le billet juste pour traverser le terminal. Dans le même aéroport, une célèbre influenceuse Inès est en train de discuter par vidéo avec une amie à New York, quand soudain, elle s'étouffe et tombe inconsciente. Inès est inquiète, d'autant plus qu'elle ne peut rien faire pour l'aider. À l'extérieur, les personnes qui regardent la télévision voient que les journalistes de télévision et les animateurs de l'émission en direct se sont évanouis devant la caméra. Non seulement cela, mais une rue entière de personnes gisent inconscientes sur le sol. Les téléspectateurs pensent que ce doit être une sorte de blague, sauf pour Terenzio, qui sait ce qui se passe. Il dit qu'il est temps pour lui d'agir et se précipite vers le terminal. Lorsqu'un garde est distrait, Terenzio lui arrache son arme et demande à tout le monde de s'écarter de son chemin. Il se précipite vers un vol qui s'apprête à décoller pour Moscou dans quelques minutes. Seuls certains passagers sont montés à bord du vol lorsqu'il est à l'intérieur et tient tout le monde sous la menace d'une arme. Le pilote a disparu et le copilote Mathieu ne veut pas aider le terroriste. Alors qu'ils se battent pour l'arme, une balle atteint la paume de Mathieu et le blesse. Dehors, les passagers paniquent et l'hôtesse de l'air Gabrielle essaie de les calmer. Terenzio sort du cockpit et demande s'il y a un pilote à bord. Une femme nommée Sylvie se lève alors qu'elle n'est qu'une pilote d'hélicoptère à la retraite. Sous l'ordre de Terenzio, elle et Mathieu décollent avec tous les autres passagers. L'avionique est cassée à cause de la balle et par conséquent, personne de l'avion ne peut contacter qui que ce soit à l'extérieur. Lorsque l'avion décolle, Sylvie et Mathieu tentent de raisonner Terenzio mais l'homme reste catégorique. Il dit qu'il est un officier affecté à l'OTAN et c'est quelque chose qu'ils ne savent pas. Après avoir été pressé, il révèle que les rayons du soleil sont devenus mortels. À partir du lendemain, le lever du soleil va tuer tout le monde, même ceux qui restent à l'intérieur. Cela a déjà commencé dans des pays de l'Est comme le Japon et la Corée et l'avion sera la prochaine cible si le lever du soleil les rattrape. Mathieu et Sylvie ne le croient pas et théorisent qu'il est un malade mental. Terenzio reconnaît également qu'il peut sembler idiot, mais affirme qu'il ne l'est pas. La main de Mathieu saigne abondamment, ce qui pourrait causer un problème à long terme. L'un des passagers nommé Laura est infirmière à domicile pour un vieil homme atteint de démence. Elle est le seul professionnel de la santé à bord, elle prend donc la responsabilité d'aider le pilote. Ils n'ont pas de kit de couture pour fermer la plaie, ils utilisent donc un couteau chaud. Mathieu hurle de douleur et les passagers paniquent encore plus. Mathieu sait que s'il commence à manifester, la vie de tout le monde sera en danger. Par conséquent, il leur dit qu'ils atterriront à un endroit différent selon le souhait de Terenzio avant de continuer leur chemin vers la destination d'origine. Mathieu espère que les avions de chasse viennent les secourir puisqu'ils ont été pris sous la menace d'une arme. Mais pour une raison quelconque, Sylvie a l'impression d'être seule. Un passager nommé Ayaz les a entendus parler du soleil et soupçonne que le pilote leur ment. Soudain, un passager arabe se met à tousser et tombe inconscient. Ayaz fait semblant de l'aider et arrache l'arme de Terenzio dans le processus. Terenzio est enfermé dans les toilettes sur ordre d'Ayaz et Mathieu est invité à dire la vérité. Le pilote révèle qu'il atterrisse en Islande parce que Terenzio voulait aller quelque part à l'ouest. Là, la police arrêtera le terroriste et les autres seront libérés. Il leur parle également du soleil, et comment Terenzio pense qu'il va tuer des gens. Cela envoie les passagers dans une frénésie. Ils commencent à se rappeler des choses étranges qui se sont produites avant de monter à bord du vol et s'inquiètent pour leur famille. Mathieu calme tout le monde et prend la responsabilité de tous les sauver en tant que capitaine. Un peu plus tard, il tente d'atterrir dans un aéroport islandais, mais ne reçoit aucun signal du contrôle de la circulation. Lorsqu'il voit le sol de près, il remarque que plusieurs avions se sont écrasés les uns contre les autres et que des gens courent partout. Ils enregistrent finalement que Terenzio disait la vérité mais comme la piste est bloquée, ils ne peuvent pas atterrir. L'avion n'a que suffisamment de carburant pour voler un peu vers l'ouest jusqu'en Écosse. Par conséquent, le capitaine décide de le faire et espère le meilleur. Il sort Terenzio des toilettes pour que l'homme puisse dire à tout le monde ce qui se passe. Il révèle qu'il a découvert le soleil en écoutant la conversation de ses aînés. Il ne sait pas pourquoi cela se produit ou si cela va bientôt s'arrêter. Tout ce qu'il sait, c'est que s'ils veulent survivre, ils devront s'éloigner du lever du soleil.
Pendant ce temps, l'homme arabe qui s'est évanoui plus tôt est toujours par terre. Il a du mal à respirer et est sur le point de faire un arrêt cardiaque. Dans ses derniers souffles, il dit qu'il a avalé des diamants. L'infirmière Laura fait de son mieux pour le sauver mais ses tentatives sont vaines. Au même moment, ils subissent un atterrissage d'urgence en Écosse où Mathieu arrête l'avion à quelques secondes de heurter un mur. Ils sortent et leur téléphone se met à sonner avec les notifications de leurs proches. Internet regorge d'informations sur la lumière solaire mortelle. La moitié du monde est morte et elle, autre moitié attend sa mort. L'aéroport est vide parce que tous ceux qui ont eu la chance de s'enfuir ont fui et les autres se cachent dans des endroits sombres, en espérant que cela les protégera. Cependant, les nouvelles suggèrent que des gens meurent même à l'intérieur des bunkers. Soudain, ils sont approchés par 3 militaires de la RAF demandant de l'aide. Ils n'ont que 45 minutes avant le lever du soleil, ils décident donc de collecter des fournitures importantes et de voler vers l'ouest. L'un des passagers est un ingénieur aéronautique Yacoub. Il veut retourner auprès de sa femme enceinte pour la sauver, mais pour la sécurité générale des passagers, on lui demande de reculer. Après avoir récupéré les fournitures et rempli le réservoir de l'avion, il décolle une fois de plus. L'un des militaires et pilotes et leur suggère de s'éloigner de l'équateur pour éviter que le soleil ne les rattrape plus rapidement. Leur prochaine escale est le Canada où ils feront à nouveau le plein de l'avion et répareront la radio. Un peu plus tard, Internet est réparé et leur téléphone commence à sonner. Ils reçoivent les derniers messages de leurs proches déjà décédés à Bruxelles. Ensuite, un homme trouve un article disant que la cause de la catastrophe est la polarité du soleil. Un autre passager nommé Horst est un spécialiste du climat et sait ce que signifie la polarité du soleil. Il explique que tous les 11 ans, le champ magnétique du soleil s'inverse mais personne ne sait pourquoi. Il n'a pas d'effet significatif sur le monde, donc peu de recherches ont été faites. Cependant, au cours des dernières décennies, l'intensité de l'inversion s'est affaiblie. Pour cette raison, Horst pense que l'inversion est devenue beaucoup plus puissante dans l'autre sens. Si ce qu'il dit est vrai, la Terre est bombardée de rayons gamma partout où le soleil tombe, c'est pourquoi les gens meurent instantanément. Ils n'ont aucun moyen de prouver la théorie car les scientifiques qui ont publié l'article sont probablement tous morts. À ce moment-là, Ayaz découvre un reportage disant que les militaires de la RAF qui l'ont choisi sont en fait des terroristes d'Afghanistan. Ils ont été arrêtés et ramenés dans leur pays à l'aéroport, dehors, l'un d'eux se dispute et bouscule le vieil homme atteint de démence. Cela cause sa mort et gagne le terroriste la désapprobation du passager. Sylvie parle à Mathieu du reportage et les deux décident d'abandonner les terroristes lorsqu'ils atterrissent au Canada. Quelques minutes plus tard, ils atterrissent et ont 2 heures avant le lever du soleil. Plusieurs victimes de la lumière du soleil se trouvent tout autour de la ville. Les terroristes sont invités à rechercher des pièces de rechange pour radio dans le magasin le plus proche. Ils sont d'accord mais insistent pour emmener Gabriel et Yacoub avec eux. Le problème est que Yacoub est au courant du plan mais pas Gabriel. Ainsi, lorsqu'ils sont dans la boutique et que Yacoub enferme les terroristes dans une pièce, Gabriel refuse de l'accompagner. Yacoub ne perd pas de temps à essayer de la convaincre. À la fin, il arrive à l'aéroport tout en étant suivi par les terroristes mais Gabriel est laissé en ville. L'avion décolle sans elle. Les terroristes le suivent et peuvent frapper une fenêtre avec une balle. Heureusement pour les passagers, cela ne crée qu'une fissure, donc s'ils maintiennent une altitude de niveau, cela ne se cassera pas. Un enfant en phase terminale nommé Dominique est également sur le vol. Ayaz essaie de discuter avec lui mais sa mère surprotectrice Sarah demande à l'homme de s'en aller. Soudain, ils reçoivent un signal radio de quelqu'un à Hawaï. La conversation est écourtée, mais ils supposant que certains survivants restent à l'intérieur d'un bunker sous-marin, c'est pourquoi ils sont en vie. Mathieu veut partir au plus vite pour Hawaï mais Sylvie pense que s'y rendre à cause d'un message peu clair serait stupide. Pendant ce temps, Terenzio est furieux que le capitaine puisse prendre toutes les décisions. Il proteste et tout le monde s'accorde à voter pour prendre une décision à partir de maintenant. Juste au moment où les choses commencent à se calmer, plusieurs alarmes sonnent en même temps indiquant un dysfonctionnement de l'avion. En analysant les problèmes, Mathieu apprend que l'un des terroristes qui suivait l'avion plus tôt s'est attaché au train d'atterrissage. S'ils restent là, ils ne pourront pas atterrir. Par conséquent, Mathieu décide de voler le plus haut possible afin que la température et le manque d'oxygène le fassent tomber. Cependant, il ne tient pas compte de la fenêtre fissurée. En raison de la différence de pression, il se brise, provoquant le chaos à l'intérieur de l'avion. Les objets s'envolent dans le ciel tandis que les passagers se préparent à l'impact.
Mathieu ramène rapidement l'avion à une altitude plus basse et Yacoub utilise une planche de bois pour fermer la fenêtre pendant un certain temps. Tout le monde se calme mais Dominique a du mal à respirer car son tube respiratoire s'est envolé. Ayaz réfléchit à un plan et utilise le tuyau d'oxygène pour fabriquer un tube respiratoire. Zara est reconnaissante et honteuse d'avoir été méchante avec Ayaz plus tôt. Le capitaine dit à tout le monde qu'Hawaï n'est plus une option car ils n'y arriveront jamais à temps à cette altitude. L'option la plus faisable serait d'atterrir à Attu, une île de l'Alaska. De plus, les turbulences n'ont pas été en mesure de se débarrasser du terroriste suspendu. Ayaz, Yacoub et Terenzio se dirigent vers le train d'atterrissage et font un trou dans le sol de l'avion pour le voir. Terenzio utilise son arme pour pointer dans l'obscurité mais le criminel la tire et le tue presque. Heureusement, Ayaz vient à son secours et abat le terroriste. Il devient leur héros pendant quelques minutes avant que les passagers ne découvrent qu'il est la cause de la mort du passager arabe. Ils ont enterré son corps au Canada où un type a vu Ayaz lui ouvrir le ventre. Ayaz avoue qu'il est un escroc qui faisait de la contrebande de diamants de Bruxelles à Moscou. Les diamants étaient à l'intérieur du corps de l'arabe, avec son consentement, mais il est mort parce qu'il n'a pas suivi les instructions de panique. En entendant les aveux, certains passagers protestent contre le fait qu'Ayaz devrait être abandonné comme les terroristes, mais le vote global tombe en faveur d'Ayaz. En conséquence, il est menotté dans la baie avionique. Dans la scène suivante, ils atterrissent en Alaska et remplissent à nouveau le réservoir avant de décoller. En vol, le climatologue Horst découvre quelque chose d'étrange. Les fruits qu'ils ont ramassés au Canada ont le goût d'être sans saveur. Il pense que c'est parce que les rayons gamma sont si intenses qu'ils remodèlent la structure atomique de la nourriture. La partie la plus préoccupante est qu'elle diminue la valeur nutritionnelle de la nourriture. Si cela continue, ils mourront de faim dans quelques semaines. Mathieu reconnaît le danger mais affirme que leur principale préoccupation devrait être de fuir le soleil. Il a commencé à perdre le contrôle de lui-même au cours des dernières heures. Sylvie lui demande de se reposer mais il lui crie dessus, ce qui est différent de lui. Les passagers décident de le forcer à se reposer et de le faire sortir du cockpit. Bien qu'ennuyé, Mathieu promet de dormir pendant les prochaines heures. Un peu plus tard, il sélectionne un autre signal à la radio et entend deux personnes parler. Mais le groupe les entend seulement dire « Stara 17 ». Ils se rendent vite compte que la personne qui parle au téléphone est un cosmonaute qui se trouve dans l'espace. Ils sont choqués que quelqu'un comme ça soit vivant, mais cela signifie également qu'il parle à la salle de contrôle qui est sur la Terre. Avec un nouvel espoir de survie, ils décident de se rendre au siège de l'OTAN à Bruxelles, où tout a commencé. À ce rythme, ils auront 4 heures après avoir atterri à Bruxelles jusqu'à ce que le soleil se lève. Par conséquent, ils pourraient trouver des informations sur le bunker secret du quartier général avec l'aide de Terenzio. Dehors, Laura retrouve Mathieu inconscient dans les toilettes. Il s'avère que la blessure sur sa paume a été infectée et a causé un empoisonnement du sang. C'est pourquoi il avait agi comme il l'avait fait plus tôt. Pour résoudre le problème, ils doivent amputer les tissus infectés. Laura dit qu'elle peut faire l'opération à Bruxelles s'ils parviennent à atteindre un hôpital. Cependant, sans Mathieu, Sylvie ne peut pas poser l'avion toute seule. Les passagers la supplient car elle est la plus proche un pilote qui l'ont mais elle sait qu'elle ne peut faire atterrir qu'un hélicoptère. Horst lui fait comprendre que si elle ne prend pas d'initiative, tout le monde va mourir. Suite à cela, Sylvie est amenée à regarder quelques vidéos sur la façon d'atterrir un avion. Cependant, lorsqu'elle doit réellement faire le travail, elle panique. Une turbulence agressive frappe et tout le monde se prépare au pire. À la fin, ils traversent un atterrissage chancelant, mais à part cela, l'avion et les passagers sont en sécurité. Tout le monde applaudit Sylvie et profite du moment de réussite au milieu de la catastrophe. Ne perdant pas beaucoup de temps, ils se divisent en 3 groupes pour effectuer différentes tâches. 2 hommes restent à l'aéroport pour faire le plein de carburant. Zara, Laura et son groupe amènent Mathieu à l'hôpital le plus proche tandis que Terenzio, Ayaz et un homme nommé Rick se rendent au siège de l'OTAN. À l'hôpital, ils trouvent de nombreux cadavres bloquant les couloirs. À première vue, les gens étaient informés des décès avant le lever du soleil et essayaient de sauver leur vie. Laura ordonne à tout le monde d'ignorer le chaos et de se concentrer sur le sauvetage de Mathieu. En même temps, Zara remplit ses valises de médicaments pour son fils et pour les autres. Pendant ce temps, au siège de l'OTAN, Terenzio leur montre la salle de conférence où il a entendu parler pour la première fois de la catastrophe. Ils ne peuvent pas parcourir tous les papiers avec le temps qu'il leur reste, alors Rick décide de voir si la vidéo de surveillance contient quelque chose. Lorsqu'il est absent, Terenzio se moque. En chemin,
Il attrape à nouveau la crise, ce qui les fait s'écraser. La première voiture a déjà roulé loin et le groupe n'a aucun moyen de suivre dans le court laps de temps. À une intersection, Sylvie tourne à droite et arrive à un portail entrouvert. Un passager essaie de le toucher et est envoyé en l'air à cause de l'électricité. De plus, il s'avère qu'ils doivent continuer à appuyer sur un bouton pour que la porte reste ouverte. Pour se racheter, Terenzio propose d'attendre les autres pendant que Sylvie et le groupe entrent. Avant de partir, Sylvie le menotte à la barre pour qu'il ne les trahisse pas. Cela confirme également qu'il ne sera libre que lorsque l'autre groupe arrivera. Cependant, Ayaz et le groupe tournent à gauche à l'intersection et atteignent une porte similaire depuis l'autre côté du barrage. Ils utilisent leurs vêtements pour grimper et au-delà de l'entrée. À la fin, ils atteignent tout l'entrée du bunker, même s'ils ont pris des sorties différentes. Les passagers sont finalement reçus par des militaires qui les accueillent à l'intérieur et affirment qu'ils sont en sécurité ici. Terenzio est laissé seul dehors, demandant pardon à Dieu. Lorsque le soleil se lève, il se place face à lui et lui demande de faire de son mieux. À la fin, il est également tué. Pour savoir ce qu'il advient ensuite des passagers survivants. Merci d'avoir regardé.